Un demi-siècle après la chute du fascisme, les petits-fils de Mussolini sont entrés au gouvernement italien. C'est la première fois depuis la guerre qu'en Europe, des héritiers du fascisme participent au pouvoir. Et pour comprendre et mesurer la portée d'un tel événement, il faut remonter aux sources. Ce soir, les brûlures de l'histoire sont consacrées à l'Italie de Mussolini, à l'Italie en chemise noire. Pierre Milza, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po. Vous êtes en France le grand spécialiste de l'Italie fasciste, et vous êtes, ça tombe bien, en train de préparer une biographie de Mussolini. Vous êtes souvent à Rome pour vous mettre le nez dans les archives et pour suivre l'actualité italienne. Alors avec vous, nous allons donc voir ce que fut le régime de Mussolini, comment il a fonctionné, quelles ont été ses réalisations, quel bilan on peut en tirer. En fin d'émission, nous verrons également si on peut faire une comparaison, des analogies avec ce qui s'est passé dans les années 20 et ce qui se passe aujourd'hui, si vraiment on peut craindre une dérive fasciste dans l'Italie d'aujourd'hui. Mais avant de faire des comparaisons, il faut connaître. Nous allons faire tout de suite un retour dans les années 20, dans l'Italie de l'immédiate après-guerre. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques phrases, en quelques instants, les facteurs qui expliquent l'arrivée au pouvoir de Mussolini? Oui, alors ils sont très nombreux. Il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre, l'Italie est dans le camp des vainqueurs, mais elle est insatisfaite des traités. Il y a une grave crise économique et sociale, un chômage important, beaucoup de faillites. Il y a, je crois que c'est essentiel, il y a la menace révolutionnaire, ou ce qui est considéré comme la menace révolutionnaire. La peur du rouge. Très très grande grève avec occupation, grève quasiment insurrectionnelle dans le triangle industriel en 1920. Il y a les occupations de terre. Bref, il y a toute une conjonction de faits qui expliquent, avec en même temps le maintien d'une espèce de mystique guerrière parmi les fascistes, qui sont essentiellement des anciens combattants, et qui explique la montée du mouvement fasciste, la montée du mouvement mussolinien. Voilà, nous en arrivons donc à l'automne 22, octobre 22, la fameuse marche sur Rome, début du sujet en images. À Naples se tient un grand rassemblement du Parti national fasciste. Son chef, Benito Mussolini, y annonce devant des milliers de militants venus de toute l'Italie l'imminence d'une action décisive pour obtenir la direction du pays. Dans plusieurs grandes villes, des groupes de chemises noires s'emparent des principaux nœuds de communication afin de converger vers la capitale. C'est la marche sur Rome. Mussolini suit prudemment le déroulement des opérations depuis son PC de Milan. Plusieurs colonnes, regroupant quelques milliers d'hommes, pénètrent dans Rome sans rencontrer la moindre résistance. Les forces armées assistent passivement au défilé des fascistes triomphants. Le roi Victor Emmanuel III charge Mussolini de former le nouveau gouvernement, bien que son groupe, au Parlement, ne soit constitué que de 36 députés. Né en 1883 dans une famille modeste de Dovia, en Romagne, prénommé Benito, en hommage au révolutionnaire mexicain Juárez, Mussolini devient instituteur puis journaliste. Très vite remarqué pour ses dons d'orateur et d'agitateur, il milite dans l'aile gauche du Parti socialiste dont il dirige à partir de 1912 le quotidien L'Avanti. Mais ses prises de position en 1914 en faveur de l'entrée en guerre provoquent son exclusion du parti. Blessé en 1917, il fonde 2 ans plus tard les Faisceaux de combat et son journal Il Popolo d'Italia. Ce groupe d'inspiration ultranationaliste, formé surtout d'anciens combattants, prône et pratique l'action violente. Au début des années 20, l'Italie est secouée par des mouvements sociaux révolutionnaires. Grèves, occupations de terres et d'usines se multiplient. Des groupes armés fascistes organisent dans tout le pays des expéditions contre les ligues agraires et les syndicats, faisant plusieurs centaines de victimes. Les libéraux de Giolitti au gouvernement maîtrisent difficilement la situation. Aux élections de 1921, le parti fasciste, qui compte plus de 200 000 membres et contrôle par la terreur plusieurs régions, faisant assaut de démagogie et d'opportunisme,
parvient à constituer un petit groupe de parlementaires très actifs. Déjà, Mussolini obtient le soutien des grands propriétaires et industriels regroupés au sein de la Confindustria. Il bénéficie aussi de la sympathie de l'entourage du roi, de l'armée et d'une grande majorité de la classe moyenne qui inquiète les désordres et l'instabilité gouvernementale. C'est l'apothéose fasciste. Plusieurs dizaines de milliers de chemises noires, fusils au poing, défilent devant le monument à la gloire de Victor Emmanuel II. Le coup de force est entériné par voie légale. À la tête du gouvernement de coalition, Mussolini va tenter de contrôler peu à peu tous les rouages de l'État, combattant sans ménagement ses adversaires, tout en légalisant les organisations fascistes. Dès 1923, il crée le Grand Conseil fasciste et la milice armée. Ainsi s'institue, avec la complicité objective des corps constitués, le point de départ d'un véritable État parallèle. Les pays européens ne tournent pas le dos à l'Italie et à son nouveau chef de gouvernement, comme ici Sir Chamberlain, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne. Grâce à la nouvelle loi électorale et à des pressions frauduleuses, le Listone, liste fasciste renforcée par l'alliance avec les libéraux et les catholiques, obtient avec 65% des suffrages la majorité absolue à la Chambre. Le député socialiste Matteotti, qui avait courageusement dénoncé les violences et les fraudes électorales, est enlevé. 3 mois plus tard, son cadavre est découvert. Des députés de l'opposition, regroupés dans un comité dit de l'Aventin, désignent nommément Mussolini comme responsable du crime. Ni la police ni le roi ne réagissent. Les fascistes organisent une nouvelle vague de terreur. Après avoir longtemps tergiversé, Mussolini, finalement, déclare assumer la responsabilité des événements passés et met au défi ses adversaires divisés de le renverser. La dictature est ainsi solennellement proclamée. Une série de tentatives d'attentats contre le Duce, plus ou moins contrôlés, comme celui du socialiste Danny Bonni, viennent opportunément durcir le caractère policier et autoritaire du régime. En novembre 1926, les lois dites fascistissimes suppriment toute liberté d'opinion, d'expression et d'association. L'Italie est désormais sous la botte. Pierre Milzan, on vient de voir les images de la marche sur Rome qui est entrée dans l'histoire comme une sorte d'épopée, comme un coup de force. Est-ce que ce n'était pas plutôt un coup de bluff? Oui, c'était un coup de bluff, hein, incontestablement. On a parlé, alors le régime a orchestré ça après, hein, il a parlé des 300 000, 300 000 de la marche sur Rome, une grande épopée, où l'Italie tout entière, en quelque sorte, marcherait vers la capitale pour porter Mussolini au pouvoir. En fait, c'est pas ça du tout. C'est 25 000 hommes qui ont été concentrés quelques dizaines de kilomètres de la capitale, et puis qui vont marcher, effectivement, sur Rome pendant quelques jours. Ils arrivent complètement épuisés, harassés, trempés parce qu'il a plu. Ils trouvent en face d'eux une armée qui est prête à les accueillir à coups de canon, et c'est parce que le roi refuse finalement le décret d'état de siège que ça va marcher, qu'il va faire appel à Mussolini. Donc c'est largement un coup de bluff, et c'est quand même un coup de bluff. La marche sur Rome, c'est pas seulement ça, c'est aussi toutes les préfectures, c'est aussi dans toutes les villes les fascistes qui s'installent dans les rouages locaux du pouvoir. Donc il y a à la fois ce bluff et une prise de pouvoir, une amorce de prise de pouvoir par les fascistes locaux. Il est clair que si la monarchie avait décidé d'arrêter les fascistes, elle aurait arrêté les fascistes, hein, ils en avaient les moyens. Il y a quand même une forte pression qui est exercée par ce biais sur le roi, sur la classe dirigeante, pour amener celle-ci à appeler Mussolini. Il arrive au pouvoir à la fois légalement et illégalement. Illégalement, parce qu'il y a quand même cette prise de pouvoir de fait, même si c'est un peu une mascarade, même si c'est un petit peu une métaphore, et puis il arrive légalement parce que c'est le roi qui fait appel à lui comme Premier ministre. Alors on a vu qu'en cas
4 ans finalement, Mussolini installe sa dictature. On a l'impression qu'il n'y a pas une opposition extraordinaire à cette mise en place. Quelle a été l'opposition? On voit l'affaire Matteotti, mais à part cela... Ouais, enfin, il y a quand même une opposition, je dirais, sur le terrain, hein, c'est-à-dire que ça s'est pas fait tout seul au niveau des campagnes, au niveau des villes. C'est-à-dire qu'il y a quand même la terreur qui règne pendant plusieurs années. C'est-à-dire que les syndicats, les partis de gauche, ouvriers et paysans résistent quand même sur le plan local. On résisté en 1922. Une ville comme Parme, par exemple, s'est couverte de barricades. C'est la seule ville italienne qui a vraiment résisté militairement. Alors c'est vrai qu'après quelle était l'ampleur de la répression dans ces années 23, 24? La répression, c'était la terreur fasciste, c'est-à-dire que vous les voyez constamment sur le film avec le manganello, le gourdin, c'est pas pour jouer, hein, c'est pas simplement pour intimider, ils s'en servent, et ils s'en servent durement, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui résistent au niveau des intellectuels, au niveau des politiques, qui sont quand même frappés à mort, ils viennent mourir en France, quelques-uns, Amendola, le père de celui qui devient communiste après, Piero Gobetti, qui sont quand même des gens qui sont frappés à mort, qui mourront quelques mois après. Est-ce qu'on peut chiffrer l'ampleur de cette terreur? Difficilement, on peut chiffrer surtout la terreur avant l'arrivée au pouvoir des fascistes, à plusieurs milliers de personnes qui ont été gravement blessées ou mortes. Après, c'est plus difficile, les sources sont plus difficiles sont moins nombreuses. Mais enfin, ce qu'il faut surtout noter, c'est que ça ne s'est pas passé tout seul. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une terreur, notamment, on ne voit pas les élections de 24, on voit Matteotti qui va justement dénoncer Mussolini après les élections de 24. Ces élections se font dans un climat de terreur. C'est-à-dire la manganello et l'huile de ricin, ça fonctionne dans l'Italie. C'est pas un régime totalitaire encore, c'est un régime autoritaire, dictatorial, mais le mouvement fasciste, le parti fasciste, fait la loi sur le terrain. Et durement. Avec les lois fascistissimes qui sont votées en novembre 26, on peut dire que là, la dictature est installée. Oui, en fait, elle s'installe petit à petit. C'est le couronnement. Elle est menacée quand même, après l'assassinat de Matteotti, que Mussolini n'a pas véritablement commandité. Hein. Il a dit qu'il faut le corriger, il faut lui donner une leçon. Finalement, le petit commando qui va l'enlever va le tuer, un petit peu par erreur, si je peux dire. Et au lendemain de ça, il y a quand même une résistance parlementaire. Les partis libéraux, ce qui reste du Parti populaire, se réunissent sur l'Aventin, comme on a dit, c'est-à-dire font sécession, refusent de siéger à la Chambre, résiste aux fascistes, et puis finalement en janvier 25, Mussolini va mettre un pas à tout ça, va faire un discours, je prends tout ça, j'assume, je prends tout ça à ma charge, et en 26, il va décréter ces lois dites de défense de l'État, alors qu'il supprime les partis politiques, supprime la liberté de la presse, supprime les syndicats, institue le tribunal spécial, etc. Enfin, met en place une dictature qui n'est pas encore totalitaire, mais qui est déjà une dictature très dure. Bon, le régime est installé, on va voir maintenant comment il fonctionne. Pendant près de 20 ans, l'Italie va vivre sous le régime fasciste du double État. À sa tête, le Duce, chef incontesté, investi dans les faits de tous les pouvoirs. En digne héritier des Césars, il va devenir le premier dictateur médiatique du XXe siècle. À Rome a lieu le mariage de mademoiselle Edda Mussolini, fille du Duce, avec le comte Galeazzo Ciano en l'église Saint-Joseph de Rome. Le comte Ciano devient très vite ministre de la propagande pour célébrer avec faste et en permanence le culte voué au chef adulé. Chaque semaine se déroule la grand-messe fasciste avec ses milliers de participants enthousiastes. Au-dessus du Duce siège en principe le roi, dont Mussolini n'est que le fondé de pouvoir. En réalité, le dictateur agit souvent seul, en véritable chef de l'État. À Rome, le roi Victor Emmanuel III se rend à Montecitorio, la chambre des députés italienne, pour prononcer le discours de la couronne qui inaugure, suivant la tradition, la 30e législature.
Quant au Parlement, il n'est désormais qu'une simple chambre d'enregistrement, sans initiative et sans opposition, celles-ci ayant été éliminées, emprisonnées ou exilées. À côté des institutions légales, préservées au moins dans les apparences, fonctionne en parallèle un appareil entièrement fasciste qui assume une partie des tâches étatiques. Le Grand Conseil fasciste, avec à sa tête Mussolini et les principaux hiérarques du parti, prend à partir de 1928 les décisions que le gouvernement légal ne fait qu'entériner. Un secrétaire général du PFN, comme Starace, est en fait un véritable vice-premier ministre. La milice, fondée dès 1923, constitue une armée parallèle. À la dévotion exclusive du parti et de son chef, elle atteint en 1936 un effectif de plus de 600 000 volontaires. Mais jamais elle ne réussira à se substituer à une armée soucieuse de ses compétences et de ses privilèges. Premier soutien des fascistes, le pouvoir économique, représenté par les unions des grands propriétaires, a passé une alliance tacite avec un régime qui leur garantit profit, ordre et paix sociale. Quello che vi ha detto poco fa il senatore Ielli è sacrosantemente vero. Io mi preoccupo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, lavorando senza contare le ore di lavoro, mi preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani. Pour mieux réglementer les rapports de travail, Mussolini fonde l'État corporatiste. Sans remettre en question la propriété privée des moyens de production, il institue 22 corporations où sont représentés les groupements d'intérêt. L'Italie est un pays à 95% catholique. Toujours à la recherche du consensus, Mussolini rétablit habilement les rapports entre l'Église et l'État italien, rompus depuis 1870. En signant en 1929 les accords de Latran, il reconnaît la souveraineté du Vatican et le catholicisme comme seule religion d'État. Très vite, bon nombre d'intellectuels rallient le régime. Le poète Gabriel D'Annunzio, célèbre vainqueur de Fiume en 1919, finit par accepter les honneurs que le Duce lui offre. D'autres, comme ici Marinetti, l'artiste futuriste, Marconi, le scientifique, et Pirandello, le dramaturge, deviendront des chantres zélés du fascisme. De l'étranger, les soutiens ne manqueront pas non plus. De France, avec un Laval, plus que courtois. De Grande-Bretagne, avec l'appui du roi George V et l'admiration d'un Churchill. Sans oublier l'apparition d'un nouveau venu sur la scène internationale qui, dès 1934, pour sa première visite officielle, arrive à Venise pour observer son aîné en dictature. L'armée et la police restent les piliers garants du régime et bénéficient, malgré l'existence de la milice, de toutes les attentions du Duce, qui reconnaît la prééminence des vertus guerrières. Osservate, popolo, sono tutt'uno! E questo popolo italiano è pronto a indossare lo zaino! Poiché, come tutti i popoli giovani, non teme il combattimento ed è sicuro della vittoria. Ce n'est pas sans raison que Mussolini attache tant d'importance à l'éducation des jeunes générations. À leur intention, il organise par classe d'âge et par sexe leur encadrement. Des filles de la Louve entre 6 à 8 ans, des balilas de 12 ans, jusqu'aux avant-gardes de 18 ans.
La jeunesse ainsi enrégimentée formera l'une des bases les plus sûres pour l'avenir du régime. 20 millions de fascistes ont répondu à l'appel de Mussolini pour la Dunata, le rassemblement des forces de la nation. À Rome, à Turin, à Milan, a Venise. È la storia della patria. 20 milioni di italiani sono in questo momento raccolti nelle piazze di tutta Italia. È la più gigantesca dimostrazione che la storia del genere umano ricordi. 20 milioni, ma un cuore solo, una volontà sola, una decisione sola. Cher Misza, nous allons passer en revue un peu les rouages de ce système. Et au cœur de ce système, il y a évidemment le Duce, avec une conception un peu religieuse et mystique du chef. Oui, enfin c'est un vrai chef charismatique, il en a les attributs, les qualités. Faut le noter, hein, parce que dans l'Italie d'aujourd'hui, si on en parle tout à l'heure, il n'y a pas de chef charismatique. Alors c'est vrai que tout s'organise autour de la personne du Duce, qui s'est constitué peu à peu ce personnage, et il y a une véritable instrumentalisation, orchestration de ce personnage du Duce à travers un certain nombre de manifestations. Alors il se prête à tout cela, nous le verrons peut-être plus tard, battre le blé, mais on l'a vu cavalier, on le verra motocycliste, on le verra aviateur, il y a un petit peu tout cela. Il y a un culte. Il y a une image qui est très intéressante, on est passé très vite, on voit le Palazzo Venezia, le siège où il est, à Rome, la place de Venise, et la lumière reste allumée. Alors ça fait partie du mythe, c'est-à-dire le Duce veille toute la nuit. En fait, il n'est pas là, il est tranquillement chez lui, en train de dormir à la Villa Torlonia, mais l'Italien qui passe sous les fenêtres, il dit « Ah tiens, le Duce veille », vraiment, on instrumentalise le mythe du surhomme. C'est incontestable. Et ce culte qui s'organise, vous citez dans le livre que vous avez fait, le fascisme italien, les extraits de la Stampa. Notre pensée va vers celui qui sait tout et qui voit tout, vers celui qui lit les yeux fermés dans les cœurs humains. C'était un exemple de cette espèce de mystique du chef. Dans les années 30, sur les murs de Rome, il y a le fameux slogan « Mussolini a sempre ragione ». Mussolini a toujours raison. Bon. Et alors, on a vu des images de ce grand conseil fasciste qu'il met en place. Quel est son rôle exactement? À quoi il sert? Oui, alors c'est pas l'organisme le plus important. Je dirais qu'il a une double fonction. C'est lui qui est chargé en cas de vacance du pouvoir. Après tout, le Duce peut être abattu. On a vu, il y a eu des attentats. On voit que son pansement, c'est Violet Gibson, l'anglaise Violet Gibson. Donc il peut disparaître d'une manière ou d'une autre. Et il faut bien assurer la succession. Alors ça, c'est une des attributions du Grand Conseil du fascisme. Autrement, je dirais que, bien sûr, il a des attributions institutionnelles, mais peu nombreuses, il est surtout un vivier. C'est-à-dire que on a été ministre et on est dans le Grand Conseil. C'est là-dedans qu'il puise ses ministres, parce que c'est lui qui les désigne. En principe, avec l'accord du roi, en fait, il lui fait avaler à peu près tout ce qu'il veut, et le roi ne proteste pas. Généralement, ses anciens compagnons de route, il les prend dans le Grand Conseil, et après, il les remet dans le Grand Conseil. C'est un petit peu un vivier, parce qu'il faut voir que Mussolini fonctionne avec un petit nombre de fidèles qui vont assumer l'essentiel des tâches gouvernementales pendant toute la période. Est-ce que le parti colonise l'État? Est-ce qu'il y a vraiment une fascisation de l'État, ou est-ce qu'il y a subsiste la haute administration traditionnelle? Alors ça, c'est à peu près le contraire. C'est-à-dire que c'est l'État qui colonise le parti. Hein, et ça, c'est ce qu'a bien montré de Felice. Le fascisme, le totalitarisme à l'italienne, c'est ça. En fait, ce qui est important, c'est l'État. Mussolini, c'est plus l'État que le parti. Il impose en somme, l'autorité de l'État au parti. Le parti, c'est surtout une courroie de transmission. Il sert à pénétrer la société par capillarité et par faire passer les mots d'ordre du fascisme dans les masses et en même temps à les surveiller. Alors ce qui est important pour Mussolini, c'est l'État, c'est le gouvernement. Il rêvait, nous dit de Felice, d'un gouvernement qui aurait été fait uniquement avec les grands chefs de service des ministères. C'est un gouvernement de technocrates. Et à partir de là, il impose sa loi par le biais du parti. C'est pas comme le parti communiste en Union soviétique, où c'est plutôt le parti qui pénètre l'État. Là, c'est l'État mussolinien, dirigé par Mussolini,
de manière absolue, hein, un véritable pouvoir absolu, qui impose son autorité au parti, lequel sert justement à pénétrer, à faire pénétrer les slogans du pouvoir dans la société civile. Un mot de la monarchie, puisque comment vont les relations entre Mussolini et le roi? Est-ce qu'il n'est pas un peu démangé de renverser ce roi qui lui fait un peu d'ombre quand même? Il est démangé de renverser. D'abord, il faut savoir que le roi conserve symboliquement, et pas seulement symboliquement d'ailleurs, un rôle important. C'est-à-dire qu'à un seul moment où les deux personnes les deux personnages vont être à peu près égalité au niveau des titres, c'est quand il invente le titre de maréchal d'Empire, et Victor Emmanuel le recevra en même temps que Mussolini. Pour le reste, ils se détestaient tous les deux. Ils se détestaient, d'ailleurs le roi l'a bien montré à la fin. Bien sûr, ils se détestaient tous les deux. Mussolini méprisait un peu Victor Emmanuel aussi, et le redoutait en même temps. Il le redoutait, c'est-à-dire il lui demande à chaque fois ce qu'il doit faire. Je donne un exemple que j'ai trouvé dans les archives italiennes il n'y a pas très longtemps. L'ancien ministre Orlando va marier sa fille, laquelle fille a connu dans un voyage en Espagne le fils du roi, le prince, le fils de Victor Emmanuel. Et le roi écrit à Mussolini en lui disant, écoutez, ils m'ont demandé d'être témoin au mariage, qu'est-ce que je dois faire? Vous vous rendez compte, le roi d'Italie demande à Mussolini, qu'est-ce que je dois faire? Et Mussolini, en 2 lignes, lui dit, Majesté, vous faites rien, vous vous abstenez, c'est pas opportun, signé Benito Mussolini. Et quand même, il impose sa loi. Comment pourrait-on caractériser ce régime fasciste italien? Quelle différence y a-t-il, pour poser la question plus directement, entre le régime fasciste italien et un régime autoritaire normal, comme il a pu exister ailleurs en Europe? Alors je dirais, c'est un régime, pour aller très vite, un régime autoritaire tendanciellement totalitaire, qui se veut totalitaire, qui a un projet totalitaire. Ce projet, c'est celui du consensus social, c'est celui de modeler les hommes italiens dans un même moule, l'homme fasciste avec ses vertus militaires. On donne comme modèle, en somme, le soldat laboureur de l'Antiquité romaine. Ça, c'est totalitaire, c'est une pénétration de tous les rouages de la société, c'est l'alignement de la société sur le modèle, sur le modèle fasciste. Ça, c'est l'objectif. En réalité, le régime reste fondamentalement une dictature qui essaye d'imposer cela à une population et à des élites qui bien souvent freinent, c'est-à-dire le consensus il existe, mais on voit par exemple les difficultés qu'a le régime à imposer sa direction de la jeunesse à la jeunesse catholique. Donc en ce sens, jusqu'en 37-38, le régime est plus tendanciellement autoritaire que totalitaire. Tout de suite, on va voir comment se réalise ce consensus, comment il essaye de réaliser ce consensus à travers justement les réalisations du régime. Mussolini a toujours raison, proclament les murs de la dictature. Pour mieux en convaincre les sceptiques, le cinéma comme la radio utilisent les grands moyens. Actualités diffusées dans tout le pays, retransmission de tous les discours, production de fresques historiques propres à soulever l'enthousiasme des foules. Adorate Roma! Impero del mondo! Ragionari! La fortuna vi offre la più bella delle ricompense! Morire! Per la patria! Salute al duce! De la même manière, la culture sportive allait devenir l'un des piliers de ce consensus national. Les exploits des gladiateurs modernes, tels les champions de la Juventus, les vainqueurs cyclistes Guerra et Bartali, le pilote virtuose Nuvolari, le boxeur géant Primo Carnera et l'aviateur intrépide Balbo. Tous participent à l'exaltation de ce sentiment de fierté, être les nouveaux Romains. Le Duce en personne n'hésite pas à montrer l'exemple. Des jeux pour le peuple, mais aussi du pain. Mussolini va y pourvoir, creusant tel Romulus le sillon nourricier. Sans s'attaquer à une indispensable réforme du système latifondiaire, il prône le retour à la terre. Noi oggi sappiamo che in qualsiasi evenienza non mancherà più il pane ai soldati e al popolo italiano. Il met en chantier un vaste programme d'assainissement des terres dans la haute vallée du Pô et dans les marais pontins. Il lance également la bataille du blé pour permettre l'autosuffisance alimentaire du pays.
quello che fu invano tentato durante il passare di 25 secoli, oggi noi stiamo traducendo in una realtà vivente. E non si vuole che noi applichiamo in altro campo quella stessa energia, quello stesso metodo, quello stesso spirito volontarista. Dans le même temps, une politique de grands travaux va se développer. Création de villes nouvelles, construction de logements sociaux, grandes opérations d'urbanisme, établissement de voies autoroutières. Rome va devenir un grand chantier, remodelé par des architectes comme Michelucci, Pagano, Piacentini, qui tentent de créer un style mussolinien. L'alliance entre les dirigeants économiques et le pouvoir fasciste se caractérise à partir de 1930 par une politique protectionniste et dirigiste, favorisant d'importants mouvements de concentration. Grâce à la création de l'IRI, Institut de réorganisation industrielle, de grands groupes comme la Montecatini ou la Fiat se renforcent malgré la crise mondiale qui touche en priorité les petites entreprises. Pour combattre la montée du chômage et de la pénurie, le Duce porte son effort sur l'industrie d'armement et en particulier sur la marine et l'aviation. Quello che abbiamo fatto è importante, ma per noi è più importante quello che faremo. E lo faremo perché la mia volontà non conosce ostacoli. Toujours à la recherche de l'Empire perdu, Mussolini va réaliser ses rêves de conquête en Éthiopie. Ce succès trop facile lui assure un surcroît de popularité. Mais dès 1936, il se retrouve isolé diplomatiquement et doit quitter la SDN. Tous lui tournent désormais le dos, sauf un. Monsieur Adolf Hitler, chancelier du Reich, arrive à Rome en visite officielle. En tant que chef d'État, il est accueilli par Sa Majesté Victor Emmanuel III. L'Allemagne nazie va désormais le modeler à son image, inspirant les lois antisémites qui provoquent la persécution de milliers de juifs italiens et l'entraînent irrémédiablement dans un cycle infernal. Pierre Ménizan, on vient de voir les images qui donnent le sentiment d'un pays envoûté, d'un pays conquis. Est-ce que vraiment le consensus était aussi fort? Est-ce qu'il y avait une telle adhésion populaire au régime de Mussolini? Alors, le consensus est fort. On a parlé quelquefois d'un consensus mou. Je ne suis pas en désaccord formel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop se fier aux images. D'abord, il faut savoir que dans ces grands rassemblements, non, mais dans ce grand rassemblement, ces grands rassemblements sur la place de Venise ou ailleurs, il y a quand même la claque payée. Hein. Il y a quand même plusieurs centaines de personnes qui font le tour de l'Italie comme ça par train spécial pour aller à produire de Lucha. Ça, il faut quand même le savoir. Mais bon, il ne faut pas non plus nier qu'il y a un fort consensus, il y a une adhésion, je dis molle, enfin une adhésion passive. Justement, dans les instruments qui servent à la fabrication de ce consensus de masse, il y a la politique culturelle du régime qui a été très très importante. Il y a même eu un ministère qui a été créé à cette
été fait, je crois, en 1937, pour complètement vérifier, enrégimenter tous les aspects de cette vie culturelle et sociale. Oui, tout à fait, on l'appelle le ministère de la Culture populaire, en fait, c'est le ministère de la propagande. Bon, c'est vrai qu'au-delà de la propagande au premier degré, il y a une volonté d'enrégimenter les masses et de leur apporter un certain nombre de compensations, finalement de leur proposer un modèle et de les faire participer à cela. Alors tout est mis en œuvre, c'est-à-dire la propagande proprement dite, les mouvements de jeunes, les mouvements autour du travail, ce qu'on appelle le dopo lavoro. Il y a l'utilisation des moyens des masses médias, le cinéma. Le fascisme avait un très très grand intérêt pour le cinéma. Il disait la cinématographie, c'est l'arme la plus forte. Les studios de Cinecittà, on a vu les Cinecittà, il y a les satellite Luce, qui dépendaient de l'État. Luce, ça veut dire lumière. Et puis... on dit que c'est vrai ça, que Mussolini lui-même venait visionner les actualités avant qu'elles soient diffusées. De même que tous les soirs, il se faisait passer un film ou deux films dans sa villa Torlonia. Il était d'ailleurs le censeur suprême. Hein. Quand on n'était pas sûr qu'un film devait passer ou pouvait passer, on lui demandait de le visionner. Quelquefois, ses réactions étaient curieuses d'ailleurs. On peut vraiment parler d'un fascisme cinématographique, que le cinéma italien était vraiment... Alors non. Là, il est clair qu'il y a très peu, on a vu les images de Gallone et de Scipion l'Africain, il y a peut-être une vingtaine de films qui sont spécifiquement fascistes, qui sont sortir l'image de l'homme fasciste. C'est plutôt autrement une cinématographie d'élassement, hein, ce qu'on appelle les téléphones blancs à l'époque, c'est-à-dire à la comédie américaine, mais alors d'une Italie complètement aseptisée, sans problème, sans difficulté, où on ne voit pas l'état social. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a eu un film fait par des fascistes qui voulait justement montrer la rédemption d'un jeune loupard, je ne sais plus si romain ou milanais, qui a été interdit parce que Mussolini a dit pas question. 10 ans après l'arrivée au pouvoir du fascisme, il n'y a pas de prostitution, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit, il n'y a pas de chômage, tout va bien. Donc il a censuré l'un des rares films véritablement fascistes. Le reste du temps, c'était plutôt des comédies avec une idéologie d'ordre moral, mais pas tellement différente du cinéma américain de l'époque. Oui, alors il y a un autre instrument dans la fabrication du consensus, c'est le sport. Il y a une espèce d'exaltation du corps, du sport, les images là. Tout à fait. Une utilisation de l'image. Lorsque le boxeur Primo Carnera, champion du monde, donc qui arrivait en chemise noire sur le ring, était un peu en perte de vitesse, il y avait interdiction donnée aux journaux et aux actualités de représenter Carnera à terre, parce qu'il était véritablement l'incarnation de la force fasciste. Puis il y a Bartali aussi. Alors Bartali, c'est intéressant parce que Bartali, c'est une résistance. Il faut rappeler qu'il a gagné le Tour en 1938. Oui, il a gagné le Tour. Seulement le problème, c'est que c'était l'athlète catholique, alors qui produisait une image plutôt de la souffrance, de la rédemption. C'était le bon garçon de l'action catholique. Alors Bartali, on ne l'aimait pas trop, sauf évidemment quand il gagnait le Tour de France, parce que ça, c'était quand même une image intéressante pour le régime. Alors puis il y a ceux évidemment qui essayent de résister à ce consensus, c'est évidemment les antifascistes. Alors, quelle importance ça a le mouvement ou les courants antifascistes? Est-ce qu'on peut le mesurer? Quelle ampleur ça a eu? Alors, il faut savoir que d'abord, malgré le consensus plus ou moins passif, tel que Scolal le montre, d'ailleurs dans les journées particulières où tout le monde va, il y a quand même une résistance larvée à partir du milieu des années 30, du style un peu frondeur, des blagues, des graffitis sur le mur, pas très nombreux, mais en fait qui montrent quand même une certaine résistance du peuple italien. Il y a la différence aussi, le roman de Moravia, les indifférents, montrent la bourgeoisie italienne. Pas véritablement de la résistance intellectuelle, mais enfin qui montre quand même que tout le monde ne marche pas à la moulinette du régime. Puis alors, il y a une résistance, surtout, peu nombreuse d'ailleurs, héroïque, parce que c'est pas facile du tout, au niveau surtout du Parti communiste italien. Alors, il y a une résistance intérieure, clandestin, bien sûr, clandestin, et poursuivi de façon très, 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 très dure, même si on ne tue pas les gens, enfin, c'est très rare. Enfin, il y a quand même des gens qui sont tués dans les commissariats de police, mais ça, le fascisme, on n'en a pas le privilège exclusif. Et il n'y a pas de gens, Gramsci, par exemple, va en prison, mourra des suites de son incarcération, mais il n'est pas fusillé, il n'est pas tué. Alors, il y a donc une résistance intérieure, peu nombreuse, mais active, et puis, évidemment, il y a des fauchites, il y a ceux qui partent en exil et qui vont notamment en France, en Angleterre, aux États-Unis, surtout en France, où ils vont organiser l'opposition au régime, surtout à partir du milieu des années 30 avec la guerre d'Espagne. Quand même, une partie des gens qui vont partir dans les brigades internationales, ce sont des antifascistes italiens, qui iront combattre les fascistes italiens à Guadalajara. Est-ce qu'on peut mesurer l'ampleur de la répression, combien de prisonniers, combien d'exécutions, combien de procès, tout ça dans les années 30, quand le régime fonctionne? Alors,
Des procès, plusieurs milliers, incontestablement, des exécutions très très peu nombreuses. Vous savez, en Italie, à l'époque fasciste comme aux autres, d'ailleurs, on ne tue les gens, enfin, on ne condamne les gens à mort que pour crimes contre la monarchie, contre le chef du gouvernement. Et surtout, l'essentiel, c'est la mise en résidence surveillée. Les bagnes de feu, plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Sur la si vous voulez, c'est un régime qui est autoritaire, répressif et quelquefois très 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 dur, mais qui est dans l'ensemble un régime moins sanglant que des régimes qui n'ont pas été totalitaires. Si vous preniez l'Espagne de Franco, et qui n'est pas fasciste, une autre forme de dictature dure et sanglante, mais pas fasciste, et le fascisme italien, Franco a été plus sanglant. Alors à partir de la fin des années 30, 1936, il y a quand même une fascination de la part de Mussolini pour le modèle allemand, pour le régime allemand. Et là, il y a quand même une évolution du régime vers une plus grande fascisation. Oui, alors est-ce qu'il a voulu simplement imiter Hitler? Ou est-ce qu'il a voulu, pensant à la survie du régime, après lui, radicaliser le régime, le muscler, et créer enfin cet homme fasciste, c'est-à-dire véritablement faire ce que De Felice appelle sa révolution culturelle à l'intérieur du fascisme? Les deux hypothèses sont possibles. Toujours est-il que c'est vrai, à partir de 37-38, il y a une mise au pas qui touche à tous les secteurs. On a vu les Italiens défiler au pas de loi, baptisés pas romains. C'est nous qui avons inventé, c'est les Romains qui ont inventé ça. C'est vrai, sur certaines stèles à Rome, vous le voyez. Bon, c'est un exemple. Les hiérarques fascistes, même pas très jeunes, pas très en forme, obligés de faire des sauts dans des cercles de feu, etc. Bon, il y a une mise au pas. Il y a même la mise au pas du langage. On bannit les termes étrangers, et surtout français d'ailleurs, pas tellement anglais, surtout français. Et puis on dit aux Italiens, bah, par exemple, il faut arrêter de manger des pastes parce que c'est une nourriture qui amollissante. Hein, vous voyez, il y a des choses qui c'est pas faux, hein. Quand même, oui, enfin si on veut, qui sont du domaine un peu du ridicule, mais incontestablement, il y a un durcissement de la dictature qui devient à ce moment-là beaucoup plus totalitaire. Bon, on en arrive à la guerre, on va évidemment pas parler de la guerre, on va sauter à pieds joints par-dessus parce que ça serait trop long, ça ferait l'objet d'une autre émission, mais quand même une question, sans la guerre et sans la défaite, est-ce que le régime de Mussolini aurait été renversé? Je ne sais pas, mais ce qui me paraît évident, c'est qu'il ne pouvait pas ne pas y avoir, je crois, la guerre au bout du tunnel, au bout de l'histoire. Parce que, vous l'avez vu, il parle des 20 millions de soldats qui deviennent prêts à mettre le sac au dos. Par ailleurs, les 8 millions de baïonnettes, on est prêt à faire la guerre. Il y a une véritable utilisation du discours de guerre, de la mystique de guerre. Le fascisme, c'est un des éléments fondamentaux de la doctrine fasciste, c'est la militarisation de la société et c'est le mythe guerrier. Donc sans arrêt, il va amener les Italiens, qui ne marche pas toujours d'ailleurs, enfin il va conduire les Italiens vers cette idée qu'il faut faire la guerre, que la guerre est inévitable, et quand la guerre approche, il la prépare incontestablement. Donc ça me semble une question, ça semble difficile de dire sans la guerre, parce que le fascisme a été la guerre. Le fascisme italien plus le fascisme allemand a voulu la guerre, et c'était le ciment principal, si vous voulez, hein, quand il dit je veux être à la table de la paix en vainqueur, c'est une des raisons. Mais surtout, après avoir échoué peut-être dans la totalitarisation des Italiens, il dit finalement une espèce de désespoir de louche qui constate qu'en fin de compte, il n'y arrive pas. Et le seul moyen finalement de régénérer la race, d'en faire véritablement ce que je veux, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'étaient les Romains, c'est la guerre. Il nous faut la guerre. On en arrive à l'après-guerre. Quelle est la postérité, l'héritage de Mussolini dans l'Italie d'après-guerre? On voit ça maintenant en images. La noire et tragique aventure du dictateur trouve son épilogue sur la place Loreto, un après-midi d'avril 1945. Après l'abdication du roi, l'Italie devient une république. Les premières élections libres depuis 1922 établissent la démocratie avec une constitution qui condamne notamment toute forme de réorganisation et d'apologie du parti fasciste. Pourtant, la modération de l'épuration permet la création du MSI, Mouvement social italien, en décembre 1946. Aussitôt, les partis de gauche manifestent contre ce défi, le secrétaire général du MSI, Giorgio Almirante, ne cachant pas ses références ouvertement fascistes. Depuis 26 ans, la démocratie chrétienne domine la vie politique du pays. Le petit parti d'Almirante se maintient à un niveau très modeste. Il y a trois interprétations du fascisme. Interprétation communiste, le fascisme est le mal, tout le reste est le bien. Interprétation nostalgique, le fascisme est le passé, peut-être aussi le présent et l'avenir. Interprétation moderne,
Le fascisme a été un moment de l'histoire italienne. Nous acceptons la troisième interprétation. Canalisant l'opposition radicale de droite et faisant de l'anticommunisme son fonds de commerce, le MSI arrive à négocier plusieurs fois son soutien à des gouvernements de centre-droit. Il y a une dégradation du pouvoir. Mais s'il y a risque de fascisme, ce n'est pas comme sous Mussolini. C'est la démocratie chrétienne qui risque d'amener le fascisme. Il entretient aussi de manière discrète des liens étroits avec des groupes d'extrême droite, responsables d'attentats meurtriers comme celui de Milan et de la gare de Bologne, restés impunis. La petite fille du Duce revendique aujourd'hui sans complexe son héritage. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un retour du fascisme en Italie. Il ne s'agit pas de ça. Le fascisme est une chose du passé. Vous avez connu le Duce? Bien sûr, j'ai combattu sous ses ordres en Albanie. Je l'ai bien connu, moi, Mussolini. Et qu'en pensez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le seul parti pour l'Italie. Aux élections municipales, le MSI, qui a pris du poids avec la crise, manque de peu la mairie de Naples et de Rome. Il représente aujourd'hui près de 5,5 millions de suffrages. Partout où le fascisme est passé, il a laissé du bien-être, des choses belles et une véritable démocratie saine et honnête. Partout où nous étions fiers d'être italiens. Aujourd'hui, c'est une chose honteuse d'être italien. Ce qui est fondamental et qui ne passe pas avec le temps, c'est l'idéologie. L'idéologie fasciste que nous adaptons, modernisons et que nous portons en avant. Je partage certaines valeurs qui sont en ce moment très importantes, comme la patrie, la famille, la vie. Franco Fini, le jeune et présentable secrétaire général du MSI, rebaptisé pour l'occasion Alliance Nationale, apporte son soutien à la nouvelle coalition formée par les listes Forza Italia de Silvio Berlusconi. Il n'existe pas en Italie une menace fasciste et l'Alliance nationale, c'est une droite moderne, européenne, démocratique. Et la gauche cherche la revanche des élections du 27 mars. Ayant obtenu la majorité absolue au Parlement, Berlusconi fait entrer au gouvernement pour la première fois depuis plus de 50 ans 5 ministres et 15 sous-secrétaires d'État fascistes. En avant l'Italie ou en arrière? Cher Milza, dans l'Italie d'aujourd'hui, il y a un débat d'historiens à la fois sur Mussolini, son héritage, qu'est-ce qu'a été vraiment son régime, et aussi sur ce qu'a été la résistance. Et tout récemment, d'ailleurs, à la RAI, un film est passé qui a montré l'exécution de Mussolini, où on renvoyait un peu dans le commentaire dos à dos ce qu'est l'antifascisme et le fascisme, et on a parlé de guerre civile. Où en est ce débat sur de réhabilitation de Mussolini aujourd'hui? Alors, la réhabilitation de Mussolini reste extrêmement minoritaire. Nous avons M. Fini qui a dit que c'est le plus grand homme du XXe siècle, mais enfin il engage que lui-même et quelques dizaines de milliers peut-être de personnes. Il y a eu un sondage qui sur vous sentez-vous fasciste, comment voyez-vous fasciste? 1% seulement des Italiens voient le fascisme de manière vraiment positive et se dit fasciste. Bon. Donc ce débat-là, je me dirais, n'est pas le plus important. Ce qui est beaucoup plus important, ce qui a été beaucoup plus important depuis, ça n'a pas commencé avec les élections, depuis 2-3 ans, c'est le débat sur fascisme et antifascisme, le débat sur la résistance. Alors il faut dire que ce qu'on appelle maintenant la Première République, c'est-à-dire l'alliance des partis qui ont gouverné l'Italie depuis 50 ans, fonctionnait sur une légitimité historique qui était l'antifascisme.
c'était le parti né de l'antifascisme. Les partis, c'était la République née de la résistance, née de l'antifascisme. Alors, étant donné que cette coalition a volé en éclats pour des raisons d'ailleurs qui sont plus, je dirais, économiques que politiques, enfin liées à un certain nombre de scandales, il est clair que cette légitimité, elle a du plomb dans l'aile et que du coup on voit émerger des forces nouvelles. Alors, venons-en à l'actualité politique. On a vu dans les images la fondation du MSI en 1946 et la transformation avec Giancarlo Fini de ce parti en alliance nationale. Finalement, il a transformé, il est passé de la chemise noire à la chemise Oxford. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une rupture entre l'Alliance nationale et Fini, les 5 membres du gouvernement Berlusconi, une rupture avec l'héritage ou continuité? Ben écoutez, la rupture, il faudrait qu'on ait des preuves un peu plus éclatantes. Pour l'instant, on voit Fini dire comme il a, on est un parti démocratique et moderne, et puis à bien des moments, avant le 27 mars ou après le 27 mars, dit Mussolini est un très grand homme et ça a été un très grand régime. Alors, on s'interroge un petit peu. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que le MSI, en 1946, c'est un vrai parti néofasciste, et que pendant très longtemps, il va fonctionner sur une double base. Une majorité qui joue le jeu de la politique, qui voudrait bien jouer le jeu parlementaire, puis qui se présente aux élections, et puis une minorité de durs, des petits noyaux armés, des groupes qui sont proches du MSI et qui vont semer quelquefois le désordre. Par exemple, l'attaque contre le ghetto de Rome, enfin contre le quartier juif de Rome, dans les années 60. Almirante va déjà fortement calmer le jeu. Almirante, il explique pour lui ce que c'est le fascisme, réintroduire le fascisme dans l'histoire de l'Italie. Il nie déjà les deux autres interprétations. On va donc avoir un mouvement qui va vouloir être un mouvement de droite nationale. L'un de leurs journaux s'appelle Il Borghese, le bourgeois. Quand on sait à quel point le fascisme était anti-bourgeois, ou se voulait du moins anti-bourgeois, on voit quand même la volonté de sortir un petit peu de la configuration du modèle fasciste. Alors je pense qu'aujourd'hui, Fini, qui est maintenant un personnage qui voit où est le pouvoir et qui voudrait bien que son parti y participe, va probablement continuer d'évoluer dans cette direction. L'Alliance nationale restera un parti de droite radicale, mais je pense que si ce n'est déjà fait, il est prêt, il a tranché avec le fascisme dur de l'immédiat après-guerre. Alors il y a des observateurs avisés de la situation italienne qui disent que le vrai danger, ce n'est évidemment pas une résurgence du fascisme à laquelle personne ne croit, mais sans faire des comparaisons audacieuses, Berlusconi représente un danger pour la démocratie. J'ai là quelque part un article du professeur Duverger qui s'intitule « La deuxième marche sur Rome dans le monde ». Donc est-ce que peut-être on peut comparer, voir la situation de l'Italie des années 20 et celle d'aujourd'hui, dans le même vide politique qui se cherche? Alors, je crois que Duverger se trompe d'histoire. On n'est pas en 1920, on n'est pas en 1922. Ce qui me semble fondamental, c'est les conditions. On en a dit un mot au début de l'émission. La guerre, la crise, le chômage, la menace communiste, les frustrations de 1919, etc. L'Italie est aujourd'hui un pays arrimé à l'Europe, sa classe dirigeante, ses entrepreneurs sont européens, largement insérés dans le système. C'est pas la même chose. Donc, un danger, oui, je dirais même 2 dangers, et en même temps, une probabilité que le danger sera écarté. Premier danger, un autre type de populisme. Certainement pas un Berlusconi en chemise noire, certainement pas une dictature totalitaire, certainement plus de mouvements armés, de mouvements de jeunesse, etc. Mais une autre forme de recherche du consensus par la médiocrité télévisuelle. C'est effectivement une possibilité. Enfin, il y a d'autres moyens, si vous voulez. Il y a d'autres moyens de faire Orwell que les chemises noires. J'y crois pas trop. Il y a un autre danger, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'Alliance nationale. On parle beaucoup de l'Alliance nationale, on parle pas beaucoup de Forza Italia et du 3e larron, c'est-à-dire de Bossi et de sa Ligue. Or, qu'est-ce que vous constatez? C'est que dans les 3 mouvements, vous avez des gens qui appartiennent non pas à une droite fasciste, mais une droite ultra-conservatrice, ultra-réactionnaire, ultra-libérale sur le plan économique, ultra-réactionnaire sur le plan, non pas peut-être du risque de renverser la démocratie, mais sur le plan des mœurs. Or, il y a un certain nombre d'enjeux. Vous avez entendu ce jeune fasciste qui dit il y a la patrie et il y a la vie, c'est-à-dire la menace sur l'avortement, sur le référendum, sur le divorce, sur la peine de mort. Enfin, il y a beaucoup d'autres moyens, si vous voulez, de plonger l'Italie dans la régression par rapport au pas en avant qu'elle a fait depuis 30 ans que le fascisme. Cela étant,
Je crois qu'il y a une tradition Conclusion. dans l'histoire italienne, c'est ce qu'on appelle le transformisme en Italie. C'est-à-dire cette aptitude extraordinaire qu'a le centre à absorber les extrêmes, à les passer à la moulinette et à les transformer en un centre droit. C'est ce qu'a fait la démocratie chrétienne pendant un certain nombre de décennies. Et moi, je crois plutôt que c'est dans cette direction qu'ira Forza Italia. C'est-à-dire plutôt une tendance à transformer et la Ligue et l'Alliance nationale, qui sont quand même les éléments durs de la coalition, en quelque chose qui est là pour prendre la place de ce qui était la place hégémonique de la démocratie chrétienne pendant 40 ans ou 50 ans. Ben, ce sera le mot de la fin. Rapidement, les livres qui nous ont aidés pour faire cette émission. Et bien évidemment, le vôtre, celui que vous avez fait, Pierre Milza, avec Serge Berstein, Le fascisme italien, point histoire. Je cite ce petit livre dans cette excellente collection Casterman, Mussolini et l'Italie fasciste, Marco Pala, qui est un livre avec une belle iconographie. Je rappelle que vous avez publié il y a quelques mois chez Plon Voyage en Ritalie, Pierre Milza, donc c'est en Ritalie, donc c'est l'immigration italienne en France. Je signale ce numéro de la revue Autrement qui est consacré à Rome 2045 sous le modèle fasciste. Il y a beaucoup de choses sur l'architecture, le modèle romain. Je crois que vous y avez d'ailleurs contribué. L'introduction. Vous avez fait l'introduction, vous êtes vraiment incontournable. Et puis alors là c'est aux presses de la Fondation nationale de sciences politiques, Le fascisme, un totalitarisme italien par Renzo De Felice. Et ça c'est des extraits de sa monumentale biographie de Mussolini. C'est un morceau du tome 4. Quand j'ai lu le tome 4, j'ai dit il faut que le public français connaisse. C'est l'explication qu'il donne du totalitarisme italien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'État qui l'emporte sur le parti. Alors on a pris 300 pages de ce tome sur le régime, et c'est un des rares livres italiens sur la question qui est traduit en français. Voilà, vous avez apporté, vous... Ouais, moi j'ai apporté un livre qui m'a vraiment passionné, qui est un livre sur Margherita Sarfatti, l'autre femme du Duce, parce qu'on parle toujours de celle qui est morte avec lui, enfin on parle peu de Donna Rachele, mais celle qui est morte avec lui, c'est la Petacci, et celle-ci a joué un rôle tout à fait capital dans sa vie, et surtout dans le fascisme, cette jeune femme juive vénitienne, passée au socialisme, de grande bourgeoisie, passée au socialisme, qui a connu Mussolini quand il était socialiste, et qui l'a aidé, si vous voulez, à théoriser son passage du socialisme au fascisme. Elle joue ensuite un rôle très important comme directrice de la revue de Gerarchie, tout en ayant toujours des rapports privilégiés sur le plan personnel avec Mussolini, jusqu'au moment où elle est juive, où vont être adoptées les lois raciales, et à partir de 1937, elle commence à avoir peur, et en 1938, elle s'expatrie, enfin à la fin du régime, elle s'expatrie aux États-Unis. Un livre tout à fait passionnant de deux Américains, dont l'un est un Italo-américain, Canistraro. Bon, ce n'est pas traduit en France pour l'instant. Ça ne le sera pas. Je signale enfin, hélas. Ça ne sera pas. Bon, je signale enfin la cassette de Scipion l'Africain, le film dont on a vu tout à l'heure des extraits. Voilà, l'émission est terminée. Merci Pierre Milza, bonsoir.